Et ce matin encore, vous m'avez surpris, les jeunes, quand j'ai vu l'élément que vous avez produit sur Makan Moussa. C'est pourquoi on dit que souvent on ne se connaît pas soi-même, c'est les autres qui vous connaissent. Et bravo les jeunes, et ça me réconforte toujours. Ça veut dire que je vais continuer encore à me battre encore les derniers jours ou les derniers moments qui nous restent. Parce que moi, je reste convaincu qu'au Mali, la relève est assurée. Ça, c'est ma profonde conviction. Je n'ai jamais douté de ça, et je ne douterai jamais de ça. C'est pourquoi je suis là. Et quand vous dites tonton, papa, tout ça, vous savez, un papa est plus âgé que son fils de 3 ans. La première année, c'est le baptême, quand vous prenez votre prénom. Le deuxième, quand vous êtes circoncis, vous savez ce que c'est que la douleur. Et le troisième, quand vous vous mariez et avoir des enfants, vous allez comprendre que votre papa n'était pas un poltron. Parce que vous savez comment entretenir une femme et élever un enfant. Ceci est extrêmement important. Donc, je considère que nous sommes de même âge. Et vous connaissez mieux que nous. Bon, quand on veut attaquer la problématique, je pense, de la Constitution, surtout de la révision constitutionnelle, il faut, je pense, partir d'abord de la démocratie, qu'on sache ce qu'on entend par démocratie. Abraham Lincoln disait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais moi, je dis que la démocratie, c'est plutôt le pouvoir des citoyens, par les citoyens et pour le peuple. Pour la simple raison, vous pouvez être citoyen d'un pays, mais pour que vous ayez la possibilité, la capacité de pouvoir désigner ceux qui doivent être vos dirigeants, vous leur donnez un mandat, il faut que vous ayez 18 ans. Au Mali, pour que vous puissiez voter, aller voter, il faudrait que vous ayez 18 ans. C'est extrêmement important. Mais si vous avez 18 ans et que vous n'avez pas votre carte NINA, et que vous n'avez pas votre carte d'identité, et que vous n'avez pas votre acte de naissance, mais vous aurez 18 ans, mais vous ne pourrez pas voter. Et c'est là où il faut faire la différence entre la citoyenneté et le civisme. Les gens parlent de citoyenneté. La citoyenneté est certes importante, mais c'est le civisme qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que vous avez des droits et des devoirs, mais on parle que des droits, mais mon devoir, c'est d'aller chercher mon acte de naissance. Mon devoir, c'est quand j'ai un enfant, d'aller chercher son acte de naissance. Mon droit est quand j'ai l'âge d'avoir ma carte d'identité nationale, d'aller chercher ma carte nationale d'identité. Parce qu'on confond également, on dit carte d'identité. Non, c'est la carte nationale d'identité. Parce que l'identité est dans la nation. Et quand vous avez ça, vous devez aller chercher votre carte NINA pour au moins prétendre voter. Ceci est extrêmement important. Moi, je suis malien, lui, il est béninois, lui, il est ivoirien, on est tous des opérateurs économiques, on est donc citoyens maliens, citoyens béninois, citoyens ivoiriens. Je refuse de payer mes impôts en disant je suis malien. Donc, il y a la citoyenneté, mais il n'y a pas le civisme. Eux qui sont des citoyens d'autres pays payent leurs impôts. Ça, c'est le civisme. Donc, il faudrait toujours maintenant, quand vous conjuguez la citoyenneté, il faut la conjuguer avec le civisme. C'est extrêmement important. Et c'est pour des raisons civiques que nous sommes ici devant vous. Quand on dit démocratie, pouvoir du peuple par le peuple, moi j'ai dit pouvoir des citoyens par les citoyens, ça veut dire que la démocratie est née en Grèce antique, à Athènes. Pour la première fois, on a parlé de démocratie. Mais dans cette démocratie, il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres. Ça veut dire que la démocratie ne veut pas dire ipso facto, automatiquement, que j'ai la liberté, j'ai ceci, j'ai cela. Non. Pour avoir la liberté, etc., il y a la gouvernance et la bonne gouvernance. C'est pourquoi on dit que le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, les mouvements philosophiques qui ont permis qu'il y ait les grandes révolutions dans le monde. On vous parlera du XIXe siècle comme le siècle du machinisme industriel. On vous parlera du XXe siècle comme le siècle, n'est-ce pas, comme le siècle des droits de l'homme. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a commencé à parler du droit de l'homme, des droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est bien au XXe siècle, après les 2 guerres mondiales. Quand il y a eu la première guerre mondiale, 14-18, on a créé la Société des Nations en 1919, qui n'a pas pu assurer, n'est-ce pas,
la sécurité. Il y a eu Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Après cette guerre mondiale, on a créé l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Mais depuis cette date, jusqu'à ce jour précis, il n'y a plus de guerre mondiale. Mais quand on est rentré au XXIe siècle, mais les choses ont changé. Les choses ont changé pourquoi? Au XXe siècle, les guerres, c'était entre qui et qui? C'était entre des États. Vous prenez la guerre entre le Mali et le Burkina. C'était au XXe siècle. Mais aujourd'hui, est-ce que le Mali est en guerre contre le Burkina, le Niger, l'Algérie ou un autre pays? Non. Toutes les guerres, tous les conflits qui sont aujourd'hui dans le monde, c'est des conflits qui sont internes au pays. C'est au sein des pays, à l'intérieur de tous les pays. La France, qu'est-ce qui est devenu la normalité en France? C'est l'état d'urgence. La France, au moment où je vous parle, est en état d'urgence. Est-ce qu'ils n'ont pas tenu leurs élections? L'élection présidentielle. Est-ce qu'ils n'ont pas, ils sont pas en train, demain, ils ne vont pas faire une autre élection? Vous comprenez? Donc, les réalités du XXe siècle sont différentes des réalités du XXe siècle. Vous allez réveiller des hommes d'État comme les De Gaulle aujourd'hui en disant que des Français sont en train de poser des bombes contre des Français. Que l'armée française est en train de bombarder la Syrie alors qu'il y a des combattants français qui sont en train de mourir par les bombes de l'État français. Ça veut dire que c'est pourquoi même le droit constitutionnel a changé. On ne parle plus de droit constitutionnel au XXIe siècle. On parle de droit constitutionnel et des institutions politiques. Mais au XXe siècle, c'était le droit constitutionnel. Mais au XXIe siècle, c'est le droit constitutionnel et les institutions politiques. Ça veut dire quoi? Que nous devons tenir compte dans toutes nos analyses aujourd'hui de la réalité du monde, dans sa globalité et dans sa spécificité, c'est-à-dire chaque pays doit l'appliquer à sa spécificité. Ceci est extrêmement important. C'est pourquoi, pour me résumer, j'ai dit que la démocratie, c'est les citoyens égaux en droits et devoirs et le pays comme bien commun. Les citoyens égaux en droits et devoirs et le pays comme bien commun. Le bien commun, c'est le pays. Nous sommes tous égaux en droits et en devoirs. Mais notre bien commun, c'est quoi? Mais si ce bien commun est en danger, qu'est-ce que nous devons faire? Premier point d'interrogation. Moi, je suis d'une organisation de la société civile. Vous prenez les statuts de CRI 2002, c'est écrit là-dedans, nous sommes une association politique non partisane. Nous sommes différents des partis politiques qui sont des organisations politiques partisanes. Vous, Jeune Chambre internationale, CAFO, autres, vous êtes tous des associations politiques non partisanes parce que vous n'êtes pas là pour conquérir et exercer le pouvoir politique, mais vous êtes là, comme nous, pour influer sur les politiques publiques. Mais les partis politiques sont partisans, pourquoi? Parce qu'ils veulent conquérir le pouvoir politique, ils veulent exercer le pouvoir politique, ce qui n'est pas notre position. J'ai fait une première sortie le 8 juin. Pourquoi j'ai pris le 8 juin? Parce que c'est le 8 juin que la démocratie est rentrée au Mali. Et quand la démocratie est rentrée, ou quand les Américains, par exemple, ont accédé à leur indépendance vers les années 1776, mais ils ont pris une date d'investiture de leur président, jusqu'à ce jour, c'est à cette date que leur président est investi. Nous, je vous pose la question, quand est-ce que Django a été investi? J'ai posé la même question dans la salle là-bas, personne n'a pu répondre. Donc on n'a pas de repère. Voilà un État qui n'a pas de repère démocratique. Donc le fait déjà de prendre une date fixe, intangible, pour fixer la date d'investiture du président de la République, qui est la première institution de la République, ça nous donne déjà les repères. Quand on dira dans la Constitution, ah, le président est élu pour 5 ans par rapport à quoi? Mais par rapport à une date. En ce moment, quand on dit que les élections doivent être régulières, la régularité des élections, c'est en fonction de quelle date? De cette date d'investiture. Donc on va tout mettre en œuvre pour que cela soit. Mais aujourd'hui, vous voyez, les élections sont en train de s'entasser. On n'a pas fini avec les élections communales. On est en révision constitutionnelle, on est en train de s'entre-déchirer entre nous. Oui, non. Mais moi, je dis, je n'ai pas de position. Je peux dire non, mais. Je peux dire non,
ce n'est pas la période, ce n'est pas ceci, ce n'est pas de là. Mais je vais dire, mais, parce qu'on doit créer une cour des comptes. Créer une cour des comptes, c'est quoi? C'est la juridiction supérieure des services de contrôle des finances publiques de l'État. La date fixée pour le Mali, c'était décembre 2010. Moi, j'ai été nommé ministre des Relations avec les institutions en 2011. J'ai fait la campagne sur l'étendue du Mali en 2011 pour qu'on crée la Cour des comptes, parce que c'est une directive de l'UEMOA et tous les pays avaient créé leur Cour des comptes, sauf le Mali et le Bénin. Sauf le Mali et le Bénin. Vous voyez là où ça nous a amené? On a un bureau du vérificateur. Le vérificateur en chef pense que lui, il n'est pas contrôlable. Et maintenant, il se trouve pratiquement devant la section des cours des comptes, parce que c'est la Cour des comptes qui doit contrôler toutes les structures de vérification, de contrôle dans un pays. Donc, même si je dis aujourd'hui non à la Constitution, mais je vais dire mais, par exemple, on crée la Cour des comptes. Je vais dire mais, je vois l'implication des autorités traditionnelles et coutumières. Ça fait 20 ans que CRI 2002 travaille pour ça. Mais maintenant, une loi organique doit être prévue pour qu'on sache qui est chef traditionnel, qui est autorité traditionnelle, qui est autorité religieuse, qui doit être dedans. Ça, c'est un autre combat. Ça, c'est un combat que nous allons mener après cette étape. Parce qu'il ne faut pas mélanger les genres. C'est le cadre général. Une constitution n'est qu'un cadre général. Mais pour mettre les choses en place, mais c'est là-bas, c'est en ce moment que le combat réel va commencer. Si vous dites autorité traditionnelle aujourd'hui au Mali, les seules autorités traditionnelles qui sont encadrées au Mali, ce sont les chefs de village, de fractions et de quartiers. Et c'est dans la loi, une loi 023 de 2006, qui crée et administre les villages, les fractions et les quartiers. Il est dit que ces chefs de village, de quartier et de fractions ont 3 fonctions essentielles. La première fonction de ces chefs de quartier, de fractions et de village, selon la loi de 2003, ils doivent veiller à l'application des lois de la République. Même cette constitution dont on parle, ce sont les chefs de village, de fractions et de quartier, selon la loi, qui doivent veiller à leur compréhension et à leur application. Deuxième fonction, ils doivent contribuer à la mobilisation des ressources internes au niveau des collectivités territoriales, pour qu'on paye les impôts, les taxes au niveau des collectivités territoriales. Aucune collectivité territoriale du Mali, en tout cas dans les villes, n'arrive à mobiliser 5% des TDRL, des taxes de développement régional et local. Les collectivités sont financées à près de 95% par les fonds extérieurs. Nous-mêmes, nous ne faisons rien pour mobiliser. Vous prenez le Niger, les impôts ne vont pas réclamer. Ce sont les chefs traditionnels qui récupèrent tous les impôts pour aller verser ça à l'État. Troisième fonction essentielle, ils doivent veiller au règlement des conflits. Au règlement des conflits dans les villages, dans les fractions, dans les quartiers, et entre les villages, les fractions et les quartiers. C'est la loi qui le dit. Et si vous visitez la loi d'orientation agricole, on a créé les COFO, les commissions foncières, pour régler les problèmes de terre. Parce qu'on confond l'État avec la société. Dans la Constitution, c'est l'État. Les institutions constitutionnelles, ça c'est l'État. Mais la société malienne, vous n'allez pas dire que vous allez confondre les Sénoufos et les Minyanka, une société dans laquelle il n'y a pas de caste. Il n'y a pas de caste chez les Sénoufos. Il n'y a pas de caste chez les Minyanka. Que vous allez prendre sur le même pied d'égalité que le Nord, où il y a les castes. Mais comment mettre tout ça ensemble pour avoir des normes nationales? Mais si ces gens se retrouvent au niveau, par exemple, du Sénat, mais on a de fortes possibilités de faire sortir des normes nationales sur cette problématique, n'est-ce pas, des libertés publiques. Mais s'ils ne sont pas au niveau de pouvoir travailler avec la chambre basse, on a bien dit la chambre haute, la chambre basse,
Les députés, parce qu'eux, ils sont élus au suffrage universel direct. Et comment? À travers 55 circonscriptions électorales. 55 circonscriptions électorales. Les 49 7 et les 6 communes du district de Bamako. Les 147 députés sont élus comme ça. Et le président de la République, il est élu à travers une seule circonscription électorale. C'est tout le Mali qui constitue une seule circonscription électorale pour élire un Malien ou une Malienne comme président de la République. Donc il tire sa légalité et son légitimité du suffrage universel direct. Et vous prenez toutes les institutions, l'institution président de la République, c'est elle seule qui comporte un seul homme, un seul Malien, devient l'institution République du Mali. Toutes les autres institutions, il y a plusieurs. Je viens de vous parler, le gouvernement 32 ou 33. Les députés, c'est 147. Vous comprenez? Le Haut Conseil de collectivités, c'est 75 ou quelque chose comme ça, 8 par région, plus les 3 du Conseil, etc. Parce que nous avons opté pour la Constitution française de 1958. Voilà le grave problème. Pour réduire ce qu'on appelle les pouvoirs excessifs du président de la République, il faut qu'on renonce à faire de notre Constitution la fille de la Constitution française de 1958. Voilà le vrai problème. Mais si nous prenons la Constitution française de 1958, comme les autres pays pratiquement de la sous-région, c'est l'omnipotence et l'omniscience de celui qui va devenir président de la République. Ce n'est pas une question d'individu. Parce que cette Constitution française de 1958 a été élaborée par 2 hommes. Le général de Gaulle et son premier ministre Michel Debré. C'était 2 hommes charismatiques. Donc ils ont monté cette Constitution de 1958 en leur propre image pour écraser les partis politiques. Affaiblir les partis politiques. Ailleurs. Mais si nous prenons ça, de 58 à ce jour, ce système politique, ce régime politique pour lequel nous avons adopté. Parce que le président de la République ne détient sa légitimité, sa légalité que du suffrage universel direct. Alors que dans le système parlementaire, ce n'est pas ça. C'est des députés. Vous comprenez? Mais ce système politique que nous avons, il faudrait que si nous voulons vraiment réduire, vous comprenez, les pouvoirs de celui qui va être ou de celle qui va être président du Mali, il faut qu'on coupe le cordon ombilical entre nos constitutions francophones avec la Constitution française de 1958. Là, ça peut faire l'objet d'un référendum. Ça peut faire l'objet d'un référendum. On peut bien dire, c'est pour que vous compreniez également ce que c'est qu'un référendum. Parce qu'un référendum est une élection, mais une élection différente des autres élections. C'est par un oui ou un non. Mais sur une question importante de la nation. On dit l'âge de vote, c'est 18 ans. Les jeunes veulent que ça descende à 16 ans. On fait un référendum, oui ou non. Là, tu peux dire oui ou non. Ça, c'est ce qu'on appelle le référendum législatif. Mais l'autre type de référendum qu'on appelle le référendum constituant, comme la révision constitutionnelle en cours au Mali, mais dans la Constitution, il y a plusieurs questions importantes. Aucun de nous ne se retrouvera totalement, entièrement dans tout ça. Mais comment faire pour ce? Il faut qu'on retrouve le dialogue. Donc, pour faire la synthèse, comme tu m'as dit que je vais intervenir, tu m'as fait faire la synthèse. Les notes que j'ai prises, j'ai dit non, mais, je dis aussi oui, oui, mais. La position de chacun de nous doit être non, mais, oui, mais. Parce que le référendum, ça doit être exclusivement sur une question, une seule question importante. Quand c'est le référendum, c'est ce qu'on appelle le référendum législatif. Mais quand c'est le référendum constituant qui concerne la Constitution, il y a plusieurs questions importantes dans la Constitution. Personne ne se retrouvera totalement, entièrement dans la Constitution. Même si vous demandez aujourd'hui au président de la République, il va vous dire,
moi je ne me retrouve pas dans cette partie de la Constitution, mais il est obligé de l'accepter. Vous demandez au bûcheron du quartier, il va dire, ah, moi je ne me retrouve pas, je me trouve ici, mais je ne me retrouve pas dans cette peur. Donc, oui, mais non, mais ça veut dire quoi? Il faut que nous, Maliens, qu'on dialogue. Moi, je pense que cette question ne doit même pas aller au niveau du gouvernement de l'État. Que les partis de l'opposition et les partis de la majorité présidentielle se retrouvent pour qu'on dépasse cette étape. Aucun de nous ne trouvera entièrement ce que nous recherchons dans la Constitution. Je viens de rentrer d'une mission du Rwanda, où j'ai passé 10 jours. Voilà ce que le leadership politique Kagame a fait un triple choix pour le Rwanda. Je vous les cite. Nous, Rwandais, nous avons fait le choix d'être réunis. Nous avons fait le choix d'être réunis. Il faut que face à cette révision constitutionnelle en cours, que nous, Maliens, nous fassions le choix d'être réunis. Ce n'est pas par un non ou par un oui, je ne recule pas, qu'on va se réunir. Donc, faisons le choix d'être réunis. Quand, dans ma première sortie, j'ai parlé de mettre en place une plateforme des citoyens pour la veille, les gens ils mettent donc ça, veille, veille. Mais quand le lait est sur le feu, tu veilles ou bien tu fais quoi? Mais le Mali aujourd'hui sur le... Il faut veiller ou bien il faut prendre une position rigide? Non, bon, il y a un diable. Donc, mettons en place une plateforme de veille en disant que le Mali est sur le feu pour que ça ne brûle. Deuxième choix, Paul Kagame, ils disent nous avons fait le choix d'être redevables vis-à-vis de nous-mêmes, de moi-même. Être redevables vis-à-vis de soi. Ça veut dire que nous sommes tous redevables vis-à-vis de nous-mêmes. Si jamais nous laissons notre pays brûler par l'opposition ou par la majorité ou par société civile, je ne sais quoi, nous devons nous interroger nous-mêmes. Et le troisième choix qu'il a dit, nous avons fait le choix de voir loin. De voir loin. Fangabo Djeniganyimi kono. Djeniganyimi. Fangabo kono. Et donc, c'est sur ce triptyque que je vais terminer. Soyons réunis, soyons redevables vis-à-vis de nous-mêmes. Voyons loin. Merci.